On sait que dans l'univers, tout est en mouvement et tend à rester en mouvement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien dans l'univers, tout corps, j'entends par là, les étoiles, les planètes et même les molécules de votre corps peuvent être soit en translation, c'est-à-dire en déplacement dans l'espace, soit en révolution, comme la Terre autour du Soleil, ou encore en rotation sur un axe, comme les molécules d'eau dans un micro-ondes. Pour les mouvements de translation, on avait identifié la quantité de mouvement, qui était une quantité conservée à moins que des forces extérieures n'interviennent. Existe-t-il une quantité analogue pour les révolutions et les rotations? Observez ce hand spinner, constitué de 3 masses pouvant tourner autour d'un axe. Les frottements étant négligeables, il tend à continuer de tourner, à moins que j'applique un moment de force, c'est-à-dire que j'applique une force à une certaine distance de l'axe. Clairement, appliquer une force sur l'axe ne change rien, c'est pour ça que vous pouvez le tenir par 2 doigts sur l'axe, justement. Eh bien pour ce hand spinner, on ne peut pas juste dire que sa quantité de mouvement est conservée, car les masses ne filent pas tout droit. Leur vecteur vitesse est constamment modifié, elles accélèrent. Ce qui nous pointe vers une nouvelle quantité conservée, une sorte de quantité de mouvement pour les rotations et les révolutions qu'on appelle moment cinétique. Et comme la conservation de cette quantité est un principe fondamental de la nature, on ne peut pas juste la démontrer mathématiquement à partir d'autres principes. Il va falloir la deviner et la soumettre à l'expérience. Essayons d'exprimer mathématiquement le moment cinétique d'une de ces masses, petit m, en révolution autour du centre du hand spinner. Alors puisque le moment cinétique c'est une quantité de mouvement en rotation, on va la noter L comme... il n'y a pas de com. Comme c'est une quantité de mouvement en rotation, vous devriez tout de suite avoir envie d'écrire que le moment cinétique est proportionnel à mv, où v, c'est la grandeur du vecteur vitesse de ces masses à l'instant où on a pris cette photo. Par exemple, cette masse ou celle-ci. On peut le tester qualitativement car on sait que le moment cinétique sera modifié par un moment de force et on peut sentir ce moment de force en appliquant une légère force de frottement à l'extrémité du hand spinner. Si la vitesse de rotation est faible, ça prend peu de temps pour réduire le moment cinétique à 0, alors que pour une vitesse plus grande, ça prend plus de temps, ce qui signifie que le moment cinétique est plus grand. Alors idem pour la masse, voilà ce que ça donne sans masse ajoutée. Si je rajoute un petit peu de masse, j'essaie de lui donner la même vitesse angulaire. Ok. Voilà. Et puisque ces masses sont en révolution sur une trajectoire circulaire, un autre paramètre clé va rentrer dans le moment cinétique. Alors je vous laisse deviner lequel, vous pouvez appuyer sur pause. En effet, il s'agit du rayon, le rayon R, que je représente ici. Alors maintenant, pour savoir si ça va dépendre de R directement, de manière directement proportionnelle ou de manière inversement proportionnelle, donc proportionnelle à 1 sur R, il faut faire une petite expérience. Malheureusement, ces hand spinners sont trop peu évolués pour pouvoir permettre directement une variation de leur rayon de manière automatique par des forces internes. Je vais donc devoir moi-même me transformer en hand spinner. D'accord ? Ça marche ? Ok. Dans l'expérience que vous avez vue, il n'y a aucun moment de force externe, donc le moment cinétique doit rester constant. Or, quand j'ai diminué R en rapprochant mes bras de mon corps, la vitesse des masses a augmenté. Donc, R doit aller au numérateur, et je vais tout simplement remplacer cette constante de proportionnalité par 1, donc je vais écrire L qui est égal à M V R. Donc si L reste constant comme dans l'expérience précédente, si le rayon diminue, alors la vitesse augmente. Je dois donc bien l'écrire comme ça. Finalement, est-ce que cette quantité doit être scalaire ou vectorielle? Eh bien pour ça, il faut se demander s'il y a une direction dans l'espace qui est associée à cette rotation. Je vous laisse deviner et appuyer sur pause. Donc on va devoir mettre une flèche sur ce L et on aimerait bien que ce vecteur moment cinétique soit parallèle à l'axe de rotation. Alors pour ça, il suffit de remarquer que l'axe de rotation est toujours perpendiculaire au plan de rotation, c'est-à-dire au plan du hand spinner, lequel est bien décrit par 2 vecteurs, le vecteur vitesse de la masse en révolution, ainsi que le vecteur
rayon qu'on peut définir comme un vecteur partant du centre jusqu'à la masse. Donc ça, ce serait le vecteur rayon. Et quelle est l'opération mathématique qui transforme deux vecteurs du plan en un vecteur perpendiculaire? Je vous laisse deviner. On va donc écrire L qui est égal à M vecteur vitesse V, produit vectoriel, vecteur R. MV croix R. Pour trouver le sens du moment cinétique, on doit appliquer la règle de la main droite. On tend le pouce et l'index, on place l'index dans le sens du vecteur vitesse, le pouce dans le sens du vecteur rayon, puis on n'a qu'à tendre le majeur, désolé, et ça nous montre le sens du moment cinétique. Donc dans ce cas-là, le moment cinétique sort de votre écran, mais remarquez que si le hand spinner tournait dans le sens contraire, alors le vecteur vitesse serait inversé et votre majeur plongerait dans l'écran. Donc le sens du moment cinétique est aussi relié au sens de la rotation. Alors comment est-ce qu'on représente le sens de ce vecteur moment cinétique sur un schéma en 2D? Eh bien on sert d'une flèche. Si le vecteur moment cinétique sort de l'écran, ce qui est le cas ici, alors on représente la pointe de cette flèche, donc typiquement un rond avec une pointe au milieu, comme la pointe d'un stylo, alors que si le moment cinétique, au contraire, plonge dans l'écran, alors à ce moment-là, on représente l'arrière de la flèche, c'est-à-dire une croix. Je rajoute ici le sens du vecteur moment cinétique dans cette situation-là. Donc on a une rotation anti-horaire du hand spinner, donc le moment cinétique est un vecteur qui sort de votre écran. Alors avec cette écriture-là, pour le moment cinétique de cette masse petite m, on voit qu'on a mis en évidence aussi la quantité de mouvement de cette masse. On aurait donc pu écrire que c'est le produit vectoriel entre R et la quantité de mouvement P de cette masse. Par contre, il y a une différence fondamentale entre la quantité de mouvement et le moment cinétique. Le vecteur P, il est toujours collinéaire au vecteur V et il est sans cesse en train de changer sa direction dans ce mouvement circulaire parce que cette masse subit une force centripète. Et cette force modifie la direction du vecteur vitesse, donc modifie la quantité de mouvement. Elle n'est pas conservée. Par contre, le moment cinétique, lui, est toujours dans la même direction. La direction de l'axe ne change pas et le sens non plus. Alors, puisqu'on a un produit vectoriel, si on s'intéresse à la grandeur du moment cinétique L, alors on doit écrire MVR sinus de θ, MVR sinus de θ, où le θ est l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur R. Donc j'introduis ici le sinus de l'angle θ entre ces deux vecteurs. Alors dans le cas de la trajectoire circulaire des masses du hand spinner, θ vaut π² ou 90 degrés. Donc le sinus de θ dans ce cas-là vaut clairement 1, donc on n'a pas à s'en préoccuper. Mais si la trajectoire n'est pas circulaire, par exemple une trajectoire parabolique ou encore elliptique, comme c'est le cas pour les comètes qui proviennent du fin fond du système solaire, pour les comètes à longue période, elles proviennent du nuage de Oort qui est en périphérie du système solaire et elles plongent vers le Soleil selon des trajectoires très elliptiques. Dans ces cas-là, il va falloir tenir compte du sinus de θ. Alors si je représente ici les vecteurs rayons, par exemple pour une certaine position de la comète, on va supposer qu'elle se situe là à un certain moment du temps, le sens de son orbite est tel que le vecteur vitesse va dans ce sens-là. Donc voilà le vecteur V, ça c'était le vecteur rayon R. On a l'angle θ entre les deux qui est ici. Donc si je dessine R sinus de θ, j'obtiens exactement la composante perpendiculaire à V de R. Est-ce que je peux écrire R perpendiculaire? R perpendiculaire ici. Autrement dit, si le vecteur V était collinéaire à R, le moment cinétique serait nul. Dans l'exemple de la comète, j'en profite pour remarquer que si vous mettez votre main droite avec votre pouce dans le sens R et l'index dans le sens du vecteur vitesse, vous allez remarquer que votre majeur plonge dans votre écran, c'est-à-dire que ici, la rotation se fait dans le sens horaire, donc le moment cinétique, je vais le dessiner ici, plonge dans l'écran. Pardon, il plonge dans l'écran, donc je dois dessiner l'arrière de la flèche, c'est-à-dire une croix. Alors les expressions qu'on a vues avant sont tout à fait ok tant qu'on s'intéresse uniquement à l'une des petites masses du hand spinner en révolution autour du centre.
Mais qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse non pas à l'une de ces masses, mais au moment cinétique des trois masses ensemble, voire même du hand spinner en entier, qui est une collection d'éléments de masse. Dans le cas où on considère un corps étendu, un corps solide, comme le hand spinner, j'aime pas trop voir des vitesses comme ceci, des vitesses linéaires, des grandeurs de vecteurs vitesse, parce que je sais que la vitesse tangentielle de ces éléments de masse dépend de leur distance radiale depuis le centre. Elle augmente comme ceci. Par contre, tous les éléments de masse du hand spinner ont en commun une chose, c'est leur vitesse angulaire de rotation, qui est la même pour tout le hand spinner. Ça, c'est oméga. Et comme je sais que V, la vitesse linéaire, est égale au produit de oméga et R, donc V augmente linéairement avec la distance radiale, oméga R, je vais pouvoir ici substituer oméga R dans V et réécrire ça comme M R carré oméga. Alors si maintenant je ne considère pas juste une de ces trois masses noires, mais les trois masses entières, alors à ce moment-là, il va falloir tenir compte qu'on en a trois qui sont toutes à distance R du centre. Et donc le moment cinétique total des trois masses, ce sera la somme de I égale 1 jusqu'à 3. On a trois masses à une distance R du centre. Et tout ça, bien sûr, tourne avec une même vitesse angulaire, oméga. Alors ce qu'on a fait apparaître ici dans la parenthèse, c'est en fait la distribution de ces trois masses autour de l'axe de rotation. On a trois masses à distance R de l'axe de rotation. Et cette distribution de masse, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie de ces trois masses entières. Et si on veut considérer le moment cinétique du hand spinner dans son entièreté, eh bien, il va falloir sommer sur tous les éléments de masse composant le hand spinner. Donc on aura une somme sur les indices I de ces éléments de masse qui font apparaître différentes masses et distances radiales au centre de ces éléments de masse, tous tournant avec la même vitesse angulaire oméga. Pour être strict, il faudrait sommer sur une infinité d'éléments de masse, eux-mêmes infinitésimalement petits, c'est-à-dire qu'il faudrait calculer une intégrale. Et le résultat de cette intégrale, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie du hand spinner, qui prend en compte à la fois sa géométrie particulière et la distribution de sa masse autour de l'axe de rotation. Donc pour un corps solide, si je connais son moment d'inertie, je peux simplement écrire que, en grandeur, le moment cinétique est égal à I oméga. Alors, est-ce qu'on peut l'écrire de manière vectorielle? La plupart du temps, on sait, en utilisant notre main droite, dans quel sens se dirige le moment cinétique. Ici, donc je sais qu'il sort de votre écran. Donc en principe, je peux utiliser ça de manière totalement scalaire, exactement comme c'est écrit, en grandeur. Mais de temps à autre, si on veut utiliser une notation vectorielle, alors la seule possibilité qu'il nous resterait, ce serait de mettre une flèche sur la vitesse angulaire. Pourquoi? Parce que le moment d'inertie, lui, c'est juste une distribution de masse, c'est une quantité qui est scalaire. La seule quantité qui prend en compte un sens de rotation ou un autre, c'est la vitesse angulaire. On mettra donc une flèche pour cette vitesse angulaire et on la considérera exactement collinéaire et dans le même sens au moment cinétique. On va voir maintenant à quel point le formalisme qu'on a développé pour la quantité de mouvement de corps en translation est similaire à celui qu'on a pour le moment cinétique de corps en rotation ou de points matériels en révolution. Alors, si on regarde ici, pour un seul point matériel, voici la quantité de mouvement en translation, voici le moment cinétique du corps en rotation. On retrouvait ici donc la quantité de mouvement, mais attention, ici, produit vectoriel R, si on a un corps étendu, la quantité de mouvement en translation fait intervenir cette fois le vecteur vitesse, mais du centre de masse du corps, et on remarque que le moment cinétique de ce corps, s'il est en rotation sur un axe, s'écrit de manière très similaire en forme à celle de sa quantité de mouvement de translation. Cette fois, l'inertie, qui était la masse inertielle du corps pour la translation, est remplacée par le moment d'inertie qui, lui, tient en compte de comment est-ce que sa masse est distribuée autour de l'axe de rotation. Le moment d'inertie joue le même rôle pour la rotation que la masse inertielle pour la translation. Et au lieu de la vitesse linéaire, on a pour la rotation
la vitesse angulaire. Imaginons maintenant qu'on ait un système, donc plusieurs corps. La quantité de mouvement totale, par exemple, de plusieurs étoiles dans un amas, on l'obtient en additionnant vectoriellement les quantités de mouvement individuelles. Principe de superposition. Le moment cinétique suit exactement le même principe. Si dans le schéma qu'on avait précédemment, on avait plusieurs comètes, alors il faudrait additionner leur vecteur moment cinétique individuel. Alors dans quelles conditions ces quantités de mouvement et quantités moment cinétique sont conservées? Bien, pour la quantité de mouvement, on a vu que la quantité de mouvement totale restait constante, donc était conservée, si la résultante des forces externes était nulle, donc si toutes les forces externes sur le système se compensaient. Pour le moment cinétique, c'est presque pareil. On ne va pas parler de force ici, mais comme on a vu précédemment, on va parler de moment de force, qu'on note tau, et si la résultante de tous les moments de force externes est nulle, si cette résultante-là est nulle, le moment cinétique est conservé. Résultante, c'est important. Imaginons par exemple que notre hand spinner soit freiné avec une brosse à dents, mais qu'en même temps on lui ait mis un moteur interne qui effectue un moment de force exactement dans le sens opposé. Il continuerait à avoir une vitesse angulaire constante et un moment cinétique constant malgré la force, le moment de force de la brosse à dents. Alors qu'est-ce qui se passe si ces quantités ne sont pas nulles, c'est-à-dire si on a une action externe sur le système? Eh bien, si la résultante des forces externes n'est pas nulle, on sait que cette résultante des forces externes cause un changement dans le temps de la quantité de mouvement totale. Donc, ce que j'ai exprimé avec cette dérivée-là. Le taux de variation dans le temps de la quantité de mouvement est exactement égal à la résultante des forces externes. On peut exactement utiliser le même formalisme. Si on a un moment de force externe non nul, ce moment de force va causer une modification temporelle, une modification dans le temps du moment cinétique. Je peux donc écrire que la dérivée du moment cinétique, je vais juste l'écrire ici en grandeur, pour simplifier, va être égale et causée par le moment de force externe. Voilà, vous savez tout sur le moment cinétique du hand spinner.